Bien, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce soir après cette longue période qui nous a séparés entre juin et début octobre. J'espère que l'été a été profitable pour toutes et tous et que la rentrée également s'est bien passée pour vous toutes et tous. Alors, nous avons un conseil qui contient 17 points et donc qui peut être une durée normale ou qui peut être long, ça va dépendre de nous tous. Ce soir, je ne donnerai pas directement la parole au VP pour un tour de table que nous faisons régulièrement, mais pas systématiquement. Je leur demanderai d'intervenir s'il y a des choses particulières qui ne sont pas dans le corps dans le contenu de notre conseil ce soir. Nous avons tous des agendas et des journées très chargées. Et c'est vrai qu'à 20h, il est toujours assez tard. Donc, je comprends que nous soyez toutes et tous possiblement fatigués, même si la rentrée n'est pas très loin. Mais déjà, on commence à arriver. L'entrée dans l'automne aussi compte. Donc, je suis sensible à ça. Alors, dans l'ordre des choses, je vérifie, je constate d'ailleurs que le quorum est atteint. La séance s'est donc ouverte à 20h08 et je remercie la commune de Saint-Martin dans son amabilité et son accueil habituel de nous accueillir une fois de plus. Et donc c'est toujours agréable de circuler, toujours aussi agréable en tout cas de circuler sur notre territoire. Thierry, tu veux dire un petit mot ? J'en profite pour souhaiter la bienvenue à tous et à toutes. Désolé, vous avez pu remarquer que Saint-Martin c'était une commune rurale, donc on n'a pas peut-être eu des difficultés pour avoir la 4G, difficultés pour avoir la Wi-Fi, pour vous garer peut-être, mais bon, je vois que tout le monde est là et c'est tant mieux. Je vois qu'on a des sources de progrès à faire. Pour la prochaine fois, j'espère que vous aurez des tables en meilleur état. Voilà. Mais ça, faut pas que ça nous empêche de travailler. Ce ne sera pas le cas, mais je rappelle aussi que Saint-Martin est une ville du télégraphe, donc une ville de communication historique. Voilà. Et vous pouvez visiter le musée de la Tour du Guet, je l'ai fait récemment lors d'une inauguration, et je rappelle à toutes et tous que le dimanche matin, c'est tout à fait possible avec un guide de qualité qui est Pierre Carlot, avec toute la passion qu'on lui connaît. Alors, je vais procéder à l'appel pour Asnières-sur-Oise, Claude Krieger, Paul Lamotte, Annick Desbourget, pour Bayet, Christiane Aknouch, Richard Guignaski, pour Bellefontaine, Jean-Noël Duclos, pour Bellois, Jean-Marie Bontemps, Delphine Drapeau, pour Châtenay, Jacques Renaud, pour Chaumontel, Sylvain Saragoza, Corinne Tange qui donne pouvoir à Sylvain Saragoza, Jacques Gaubourg, Christophe Vigier, absent. Pour Épinay-Champlâtreux, Emmanuel Denoaille, est-ce qu'il est représenté ce soir ? Non. Pour Lassy, Gilbert Maugan. Pour le Plessis-Luzarches, Patrick Fauvin, qui a donné ce pouvoir à Véronique Bretenoux. Bretenoux, c'est ça ? Merci. Pour Luzarches, Michel Monsou. Nathalie Delille-Tessier. Peut-être va-t-elle arriver. Michel Zeppenfeld. J'ai pas le pouvoir ici. Non, il n'y a pas d'info. Donc on n'a pas de pouvoir pour. Si ? D'accord. Donc pouvoir à Michel Monsou. Sylvie Lombardi. Nicolas Habitante. Pouvoir ? On l'a le pouvoir ? D'accord. Donc pouvoir à Sylvie Lombardi. Hein. Éric Richard. Pour Mafflier, Jean-Christophe Mazurier. Il est là, Jean-Christophe ? Non. Absent.
D'accord. Sylvain Prache. Pour Mareille, Chantal Roman. Alors, qui s'excuse auprès de vous, mais elle a un souci de santé ce soir. Je viens de le savoir, elle vient de m'envoyer un message. Donc, excusez. Pour Montsou, Silvio Biello. Fabrice Dufour. Gilles Weckmann. Pardon ? J'ai pas dit Laurence ? Ah oui, pardon. Ouais. Pardon Laurence. Donc, Laurence Cartier-Boitard, bien sûr. D'accord. J'ai pas fait quoi là ? Ah tiens, ouais, c'est un problème. Saint-Martin-du-Tertre, Thierry Pichery, notre hôte. Nathalie Benyaya, Jacques Ferron. Pour Soji Jacques Alati. Viarme, Olivier Dupont. Valérie Lecomte qui donne pouvoir à Pascal Martin. Hugues Brissot, Sarah Béag, Pascal Martin, Laurence Bernard, Vilaine Sous-Bois, Patrice Robin présent, Villiers Sec, Cyril Diarra. Très bien, merci à vous. Alors, il nous faut un secrétaire ou une secrétaire de séance. Est-ce que nous avons une ou un volontaire ? On peut rappeler qui était, la dernière fois c'était Christiane qui était secrétaire de séance ? Non ? C'était Jacques, et donc c'était Jacques Alati. C'était Jacques Alati la dernière fois. Et donc Christiane se propose pour cette fois-ci. Merci Christiane. Et félicitations. Alors, vous avez dû recevoir le procès-verbal de la séance du 14 juin dernier. Est-ce que certains d'entre vous ne l'auraient pas reçu ? Non ? Donc je considère que tout va bien. Donc est-ce qu'il y a des remarques particulières à formuler ? Je porte voix. Est-ce qu'il y a des abstentions, des contre ? Merci. Alors, je ne vous ferai pas lecture des décisions du président. Je vais citer quelques points en particulier d'éclairage, puisque vous avez les éléments et vous me questionnerez, si vous le souhaitez, s'il y a matière à le faire. Donc, nous avons en particulier sur les points marquant une acquisition de matériel ergonomique pour le personnel de la C3PF, qui fait suite à l'intervention de la Métis qui a fusionné avec la CMIE, qui en fait c'est l'inspection, c'est la médecine professionnelle, et qui a formulé une demande d'intervention d'une ergonome, et ça aboutit sur l'achat de matériel pour certains de nos agents, pour des montants qui sont, je les ai notés ici, 13 666,80 € pour la société Azergo, donc ça c'est du matériel ergonomique, et également un siège, je crois, pour 1 364,99 €. Ensuite, une modification de la régie d'avance de la C3PF, on en avait parlé, la sollicitation d'une subvention auprès du conseil départemental au titre du dispositif ARC, donc voirie pour 2023, et répartition de dépenses prévisionnelles nettes de subventions pour travaux de réfection des voiries communautaires à l'Usarche. Donc c'est Bayon et Roquemont, et des entretiens courants de renouvellement de travaux. Virement de crédit de chapitre à chapitre sur le budget de la C3PF, je rappelle que ça se limite à 7,5%. Sollicitation de subvention auprès de l'État au titre de la dotation de soutien à l'investissement local, donc la fameuse DECIL 2023, pour la construction d'un tiers-lieu inclusif à Vilaine-sous-Bois, la sollicitation d'une subvention auprès du conseil départemental pour un véhicule utilitaire à l'Office du tourisme. Donc c'est un montant de 54 907 € de produits attendus qui est ciblé. Et je peux dire à ce stade que cette subvention a été votée au département vendredi dernier sur la séance du 29 septembre. Donc elle est acquise. Et demande de fonds de concours ascendant de la commune de Montsou pour la fourniture de panneaux signalétiques relatifs aux dépôts sauvages. Et nous avons donc procédé à la dissolution de la régie de recettes bibliothèque, puisqu'il n'y a plus de recettes. Donc nous n'avons plus lieu d'avoir une régie. Donc notons l'arrivée de Madame Delille de l'Usarche, 20h17, pour l'inscrire au PV. Ensuite, ce sont les décisions du premier vice-président. Je lui cède la parole pour qu'il les commente s'il y a lieu, ou en tout cas de les dire rapidement.
Donc la 2023-23, donc c'est la signature d'une proposition de raccordement électrique avec Enedis pour l'alimentation du point de comptage, le point Visio 25, à proximité de la 104. Alors c'est vrai que le montant est quand même très très important, c'est ce que je faisais remarquer à mon collègue. On est à 20 278 €, c'est quand même une dépense importante, mais qui est liée au fait, au fait que le point de comptage est assez éloigné donc, des emplacements actuels, donc le point de raccordement. Mais c'est quand même 20 278,80 €, donc pour effectivement raccorder, donc, ce point de visio à Villers-Sec. La 2023-24, c'est la signature d'un contrat de cession du droit d'exploitation pour un spectacle avec l'association, donc, c'est-à-dire dans le cadre de l'événement, partir en libre. Donc là, c'est donc 1055 € TTC. La 23-25, la signature d'un contrat de service de surveillance pour l'année 2023 avec la société Omiris, suite à l'installation d'un équipement de sécurité dans les locaux du domaine de la Motte, pour un coût... Donc là, c'est une société qui est de Strasbourg. Donc, c'est d'accepter la proposition financière de 2 mois d'abonnement gratuit, 75 € donc, pour les frais d'installation et 80 € par mois au titre de l'abonnement mensuel. Ensuite, la 23-26, la signature d'un contrat d'entretien pour l'année 2023 avec la société CEPA pour l'installation d'un élévateur pour personnes à mobilité réduite au domaine de la Motte. Aujourd'hui, nous avons effectivement donc, un matériel qui fonctionne, qui est opérationnel. Pour un coût, donc c'est une société qui est à Chambly, pour un coût de 260 €, de 590 € pour les interventions aux heures ouvrables, heures et jours ouvrables. Ensuite, la signature, la 23-27, la signature d'un contrat de maintenance avec la société Record pour l'entrée des portes automatiques du domaine de la Motte. Je rappelle qu'effectivement, on a une obligation donc, d'avoir des contrats de maintenance pour tout ce qui est automatique, notamment les portes et les barrières, etc. Donc là, c'est 141 € pour le déplacement, 97 € pour la main-d'œuvre. La 23-28, la signature d'un devis remis par la société Sablot. Donc ça, c'est pour la rénovation des murs de clôture de pierre au domaine de la Motte. Pour un coût de 11 463,85 €. La 23-29, signature du devis Orca pour la fourniture et la pose d'un garde-corps qui est scellé sur l'escalier au domaine de la Motte. Pour 8 610 € hors taxe. La signature, donc le 23-30, la signature du devis Smiley pour des relevés topographiques et de bornage des parcelles A 107 et 365 pour le tiers-lieu inclusif à Villennes-sous-Bois. 4 560 € hors taxe. Donc là, c'est un bornage qui concerne les 2 terrains, en fait, puisque la 365, c'est la parcelle qui est de l'autre côté du parking. D'accord. Voilà, donc je pense que je suis au bout des décisions prises par le vice-président. Merci Claude. Je voudrais juste revenir sur un point. C'est peut-être un peu fort là, non ? Oui. Je vais éloigner un peu le micro. Qui est le point qu'a évoqué tout à l'heure 23-2023, qui est celui du nettoyage de nos dépôts sauvages. Ce ne sont même pas des dépôts, c'était des décharges en fait, tellement elles étaient importantes. Mareil et Villiers. 1200 tonnes, dont 77% de produits amiantés. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça fait. C'est juste considérable. Et quand on sait qu'à partir du moment où il pleut, et donc les eaux de ruissellement d'un tas qui comporte ne serait-ce qu'un peu d'amiante, eh bien, tout le tas est réputé contaminé par les eaux de ruissellement. Donc ça veut dire qu'il faut traiter la totalité du tas, donc pratiquement tout. Donc ça, et là, je veux remercier le département de son action. Je l'ai fait par courrier, d'ailleurs, auprès de la présidente du département et des conseillers départementaux en charge de ce dossier, du conseiller, Anthony Arciero, dans le sens où ils n'étaient pas obligés de prendre tout en charge, ils l'ont fait. Ça nous a permis d'aider les communes
de Villiers et de Mareil, dans cette démarche absolument incroyable. Et quand on regarde qu'on établit des stratégies sur le tourisme, sur l'attractivité de notre territoire, etc., eh bien quand on circule sur ces grandes départementales, on ne montre pas le meilleur de nous-mêmes, enfin, même si nous n'en sommes pas les causes. Voilà, donc si on ne faisait rien, c'était dramatique. Depuis, ont été installées des barrières et bientôt de la vidéoprotection qui viendra donc protéger ces endroits, on l'espère en tout cas. Pardon. Et d'ailleurs, on voit une baisse, et Jean-Marie Bontemps me contredira si je me trompe, mais je crois qu'on observe une baisse assez importante des dépôts sauvages. On le voit par la ligne budgétaire que nous avons consacrée donc, au budget 2023, que nous comparons à 2022 et 2021. Et donc on a une décrue des sommes engagées par Carnet Pays de France en direction de ces dépôts sauvages. Certes, nous avons des agents, et je remercie Stéphane et par la même occasion Michel Lavalard, responsable de nos services techniques, qui œuvrent au quotidien, et David, merci de compléter, qui sont actifs sur le territoire. Et à chaque fois qu'il y a un signalement, eh bien, s'ils peuvent le faire, ils le font. Donc on peut les remercier parce que ce n'est pas un travail très, très facile, c'est un peu ingrat, donc merci à vous. Voilà, donc je voulais signaler ce point. Et nous abordons l'ordre du jour avec la traditionnelle présentation du rapport d'activité donc, qui concerne évidemment l'année 2022, avec une mouture certes un petit peu tardive, puisque normalement on le présente un petit peu plus tôt dans l'année. Mais en fait, il y a une charge de travail assez conséquente. Ça devient un peu habituel à Carnel, parce qu'on a beaucoup d'activités. Et il a fallu gérer une pyramide des priorités. Donc, tout est priorité, mais il a bien fallu décaler un petit peu ce rapport d'activité. Alors, au-delà de l'obligation de produire ce document, c'est aussi le moment un temps de partage avec vous. Alors on ne va pas le lire ici parce qu'il fait un certain nombre assez conséquent de pages. Ces pages correspondent à ce que nous sommes, à ce que nous avons fait, puisqu'on parle du passé évidemment, mais le passé nourrit l'avenir. Et de fait, c'est le reflet du dynamisme de notre intercommunalité. S'il faisait 3 pages, ma foi, il ferait 3 pages, mais il en fait bien plus. Donc je vous demande, si vous voulez bien, je m'adresse au maire en particulier, de bien vouloir stimuler vos conseils municipaux qui n'ont pas la possibilité ou qui ne peuvent pas ou qui n'en ont pas émis l'idée ou autre de venir voir ce qu'est un conseil communautaire. Là, ils vont comprendre à la lecture de ces documents comment nous fonctionnons au service des communes, tant sur l'angle du social que du tourisme, que des voiries, que du développement économique, enfin toutes les compétences qui sont les nôtres. Et c'est bien sûr des choses que nous mettons en œuvre, nous les élus, mais qui sont relayées par nos agents au quotidien et avec beaucoup d'énergie et d'efficacité. Je tiens à le dire aussi là, pour ceux qui sont là et ceux vous ferez porte-parole de notre conseil auprès de vos collègues, et je demande aussi à Christophe de bien vouloir leur dire. Et donc, c'est important pour nous que vous puissiez le lire. C'est un travail très conséquent, hein. C'est beaucoup d'écriture, c'est beaucoup de référentiels, beaucoup de choses comme ça. Mais c'est en même temps respecter leur travail que de le lire. Voilà, donc je vais pas faire beaucoup plus long, mais on a quand même eu beaucoup de choses en 2022, une sortie de pandémie, on a eu la signature d'un CRTE, hein, le contrat de revitalisation des territoires, avec une inscription massive des communes dans un grand nombre de projets donc, qui sont suivis, avec aussi pour la commune de Viarmes qui a été élue Petite Ville de demain, donc beaucoup de dispositifs qui se mettent en place et beaucoup de projets sur cette commune de Viarmes qui a eu besoin de se redynamiser et c'est en train de se faire. Voilà, donc il y a beaucoup de choses importantes à lire, de faits qui se sont passés dans notre intercommunalité, de choses très positives. C'est notre ADN. Donc je vous encourage vivement, très sincèrement, à le lire, le parcourir et d'engager vos élus à le faire. Merci donc pour votre écoute. C'est juste un porté à connaissance. Il n'y a donc pas de portée aux voix.
Des questions par rapport à ça? Outre les conseillers municipaux, je pense qu'il est important, c'est même les habitants, parce qu'en fait, les habitants ne connaissent pas forcément la communauté de communes. Je crois qu'il est important de faire savoir ce que fait la communauté de communes pour nos populations. On a complété ma note en me donnant quelques éléments. Donc 13 580 magazines, feuilles de carnet ont été distribués. Vous savez qu'avant, on avait plusieurs éditions, mais on s'est concentré sur une édition massive. Mais autour de pas loin de 14 000 feuilles de carnet qui sont distribuées. Je vois que Thierry Pichery demande la parole et il l'obtient. Merci. Non, je voulais juste savoir si une version raccourcie allait être sous forme de PowerPoint ou allait être remis aux différentes communes pour qu'on puisse avoir quelque chose de facile à lire, digeste, etc. Ça obligerait de solliciter à nouveau notre service com qui a beaucoup de travail et qui a une charge jusqu'à la fin de l'année. Voilà, mais Christophe peut peut-être en dire un mot. Il y a 3 choses. Là, ce soir, on n'a pas voulu faire un PowerPoint synthèse de la synthèse pour pas que ce soit trop long. C'est un peu la tradition incarnelle qu'il faut aller toujours très vite et bien. A contrario, la version, pour ceux qui l'ont téléchargé et qui l'ont étudié, qui était du Word PDF, parce qu'on n'avait pas terminé un certain nombre de choses avec la communication, Julien venant à la fin du truc, certains ayant remis leurs éléments en retard. En tout cas, la version que Julien envoie là, c'est celle que vous aurez. Après, la synthétiser, c'est compliqué parce que déjà, il y a beaucoup de choses et on donne des infos, des tableaux, donc c'est dur de faire de la synthèse. Donc voilà, après, chaque commune qui veut aller plus loin peut nous solliciter pour faire une réunion ou un point spécifique, hein, c'est ce qu'on dit dans le pacte de gouvernance, mais en tout cas, la version graphique que Julien là met, vous allez la voir bien entendu tous. Et je crois, pour être précis, que Julien enverra en fait aux 322, vous savez, conseillers municipaux des 19 communes, là, comme en conformité avec la loi engagement et démocratie de proximité. Merci. Merci pour ces précisions. À titre d'exemple, il y a eu 14h13 versus 14h48 en 2021. Donc de retransmission de nos conseils, nous sommes assez réguliers quand même, à quelques minutes près. Hein. Donc voilà. Et nous avons un peu moins de 1400 personnes qui ont visionné nos conseils. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vous demande de parler dans les micros lorsque vous prenez la parole. Sinon, les personnes qui nous regardent en ce moment ou qui visionnent de façon différée ne comprennent pas la question, ils n'entendent que la réponse. Bon, en tout cas, ils ne comprennent pas la réponse puisqu'ils n'ont pas entendu la question. Voilà. Donc merci par avance. Bon, il y a plein de choses, je ne vais pas tout vous lire, merci d'avoir fait ce travail, mais il y a beaucoup de choses qui sont dans ce document, et je suis sûr que ça vous intéressera beaucoup. Alors, ensuite, modification d'un membre délégué au sein, alors c'est peut-être pas le membre qu'on va modifier, hein, mais en tout cas dans la composition donc, de ce syndicat, donc au sein du CIMABI. Je l'ai ici. Il s'agit donc de la commune de Gagny-sous-Bois. Voilà. Qui a Laurent Roudot-Cooper donc, comme conseiller élu de cette commune qui a été désigné au début du mandat pour être membre titulaire du CIMABI et il ne souhaite plus ou ne peut plus donc, assumer ses présences et la commune de Gagny a désigné son remplaçant et donc en la personne de Madame Nicette Legrand en tant que titulaire, pour remplacer M. Laurent Roudot-Cooper. Je porte aux voix. Objection, contre. Merci. Point 3, modification des membres de la C3PF au SMOVOM. Je rappelle que le SMOVOM est un syndicat mixte
pour le Val d'Oise numérique, que vous connaissez tous, la fibre, etc. Et donc, de la même façon, donc, nous avons Jacques Renaud, qui était suppléant, et Christiane, ici présente, titulaire. Et il a été trouvé opportun de positionner donc Jean-Christophe Mazurier, vice-président en charge de la sécurité du numérique et de la vidéoprotection, en tant que titulaire. Et je remercie ici Christiane par l'élégance de son geste d'avoir accepté immédiatement cette petite transformation. Jean-Christophe étant sachant, très impliqué dans ces matières, et c'est pour nous très utile qu'il soit présent autour de table du SMOVOM. Donc voilà. Et donc Jacques Renaud qui ne siège plus, donc ne serait plus suppléant, mais c'est Christiane qui serait donc suppléante de Jean-Christophe en la matière. Question? Ok. Donc pas d'objection, pas de contre. Merci pour eux. Point 4, modification de la composition de la commission thématique pour Carnel, donc de mise à jour des commissions tourisme. Alors, nous avons... tu veux peut-être, si tu veux en parler, si tu veux, Claude, puisque c'est ton... Donc, il est proposé au Conseil d'ajouter Sylvie Peslerbe au sein de la commission tourisme mobilité en remplacement de Madame Paul Lamotte, puisqu'effectivement Sylvie Peslerbe est en charge du tourisme au sein de la communauté de communes, qui est maire adjoint. Donc tout simplement, c'est remplacé Paul Lamotte par Sylvie Peslerbe, qui est maire adjoint d'Asnières. Il y a des remarques? Non. Pas de contre, pas d'abstention. Merci beaucoup. Alors ensuite, désignation d'un représentant de Carnel, la C3PF, donc à la clé commission locale de l'eau, du SAGE, donc qui est le SAGE. On a beaucoup d'acronymes dans nos activités. Le SAGE, vous commencez à connaître maintenant sûrement, donc schéma d'aménagement et de gestion des eaux, Croult, Tanguin, Vieille-Mer. Donc pour mémoire, donc le SAGE dont je viens de parler, Croult, Tanguin, Vieille-Mer, couvre un territoire d'une superficie de 446 km situé au nord-est de l'agglomération parisienne. Il recoupe des départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-d'Oise et comprend en tout ou partie donc 87 communes, dont 32 en Seine-Saint-Denis, 55 dans le Val-d'Oise. Le SAGE Croult-Tanguin-Vieille-Mer est un outil de planification à l'échelle locale qui fixe les objectifs communs d'utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau. Donc ça, c'est pour l'éclairage. Il est proposé à notre conseil de désigner Claude Krieger, donc premier vice-président, à la commission locale de l'eau, du SAGE, schéma aménagement de l'eau, donc Croult-Tanguin-Vieille-Mer. Donc pourquoi? Eh bien parce que Claude a une vision globale et une connaissance accrue, tout comme Jean-Christophe Mazurier sur le précédent dossier, avec le CIECAO. Et donc c'est pour nous une valeur ajoutée et un regard avec une acuité qui nous convient bien. Donc si vous en êtes d'accord. OK, pas d'objection, donc pas de contre. Merci pour nous. Ensuite, modification de la composition de la commission d'appel d'offres de la C3PF. Donc, en dehors du président, il y a 1, 2, 3, 4, 5 titulaires. Pardon ? Voilà, donc nous avons 5 titulaires et 5 suppléants. Et il est demandé à M. Gilbert Mougan, vice-président en charge du patrimoine et des bâtiments, donc de devenir membre titulaire à la place de M. Nicolas Habitante, qui ne peut plus, pour des raisons de disponibilité, être présent dans ces commissions. Donc, si vous en êtes d'accord, est-ce qu'il y a des remarques particulières? Non? Ah, Eric, pardon, excuse-moi, je crois que tu as levé la main depuis un moment, donc voilà, je te donne la parole bien volontiers. Oui, simplement, comme c'est un peu mon métier, tout ce qui est lié aux appels d'offres, aux commissions, aux jurys d'architecture, je me proposais éventuellement à apporter mes compétences à la communauté de communes. Maintenant, si j'en fais pas une question de principe, je veux dire, voilà, je propose mes services. Et tu m'en as parlé tout à l'heure et j'avais oublié de le repréciser sur cette lecture-là. Seulement à voix consultative ou... Oui.
À voix consultative aussi, c'est possible? Micro, sinon les gens ne comprennent pas. Oui, parce qu'effectivement, Céline, qui est experte, tu complètes si tu vois des choses qui seraient manquantes, mais nous a bien expliqué que le jury de concours, en fait, c'est la CAO qu'on modifie elle-même. Donc, quoi, ça marche pas? Christophe, moi je suis prêt à céder ma place de suppléant à Éric Richard s'il le souhaite. Voilà. Oui, tout à fait. En fait, la difficulté, elle est que si effectivement c'est en qualité d'OPC, c'est-à-dire moi je connais bien Éric Richard et dans ce domaine-là, maître d'œuvre, etc., ça compléterait plutôt, pas mais à voix délibérative. Quoi? Oui, mais parce qu'effectivement, c'est en entrant dans la CAO, après ça va avoir pour effet de l'autre. Donc, soit on reste effectivement sur la proposition qui a été faite dans la note de synthèse, c'est-à-dire on se dit, voilà, ce qui est modifié, Mogan habitante, mais par contre, on proposerait à Eric, pour être garanti de venir, parce que là, s'il n'est que suppléant, ben, si les titulaires veulent venir, en fait, ils ne viendront pas, de venir à voix consultative, si tu es d'accord avec cette proposition. Oui, moi, c'est pour rendre service. Sinon, oui. j'ai un emploi du temps suffisamment chargé pour... voilà, c'est sûr, je pense qu'il faut utiliser les compétences de chacun. C'est une très bonne proposition. À chaque fois, c'est une valeur ajoutée pour nous. On a des projets, donc... Après, Sylvain, tu veux en parler? Oui, c'est toujours concernant le tiers-lieu où on va très prochainement, une fois que le projet sera arrêté, lancer le concours d'architecte. Donc là, il va y avoir effectivement la CAO qui va se réunir et l'expertise et la compétence d'Éric va être fortement appréciée. Donc effectivement, si on peut l'intégrer dans cette commission, ce serait l'idéal. Si je puis me permettre, vous venez de faire un switch entre Gilbert Mougan et donc Nicolas Habitante. Je ne comprends pas comment, n'étant pas disponible en tant que titulaire, pourquoi il sera beaucoup plus disponible en tant que suppléant. Donc je pense que la proposition d'Éric pourrait être plus simplement en remplacement d'Éric Habitante, ce qui... Non, parce qu'il y a Gilbert Mougan. Non, mais Gilbert Mougan passe en titulaire. On est d'accord ? On bascule de Gilbert Maugan vers Nicolas Habitante en tant que suppléant. Il n'est pas disponible en tant que titulaire, pourquoi le serait-il plus en tant que suppléant? C'est tout, c'est une question toute bête. Hein. Mais il n'est pas là aussi. Il n'est pas là. Des élus qui sont marqués dans la colonne de gauche, c'est-à-dire celle des titulaires, nous ont fait part de leur intérêt et en tout cas de leur disponibilité pour des projets de date qu'on est en train de planifier. Donc ça veut dire que quand vous êtes suppléant, vous savez, il n'y a pas le titulaire et son suppléant, donc il n'y a pas vraiment de liste, c'est le premier qui est dispo, mais s'ils viennent tous, ça veut dire que la compétence telle qu'elle a été mise en avant, plutôt que de vouloir y siéger pour y siéger, ne sera pas exprimée. Donc la question qui est posée, c'est est-ce que, alors que Michel Mansou, moi il m'en avait parlé par SMS, éventuellement voudrait laisser la place, mais on ne règle rien non plus puisqu'il est aussi suppléant, donc c'est encore pas la bonne solution, monsieur le maire. Mais non, parce que, encore une fois, qu'on remplace Nicolas Habitante ou qu'on remplace Michel Mansou en tant que suppléant, on ne garantit pas que Éric Richard pourra être convocable, et en tout cas à voix délibérative. Donc c'est pour ça que je proposais qu'il ait éventuellement une voix consultative, mais garantie. Si vraiment il y a un souci et que moi je suis pour qu'on mette les gens les plus compétents. Donc si vraiment il y avait un intérêt qu'ils prennent le poste de titulaire, moi ça me va bien. Hein. C'est pas, j'en fais pas un problème. Hein. Si vraiment pour la communauté c'est plus facile comme il a l'habitude de traiter les appels d'offres, ça peut être la solution. Moi, à ce moment-là, je suis prêt à être que suppléant ou pas du tout. Enfin, j'aurais bien quand même assisté en tant que suppléant à cette commission, mais autrement, moi, je lui laisse sa place de titulaire. Hein, si ça. Et puis, je rappelle pour celles et ceux qui regardent notre conseil communautaire sur Internet que c'est complètement désintéressé. Hein, il n'y a aucune rémunération. Donc voilà, donc c'est vraiment se mettre au service d'une cause pour la communauté de communes. Voilà, donc c'est vrai que là en l'occurrence, on a vraiment Éric, dont c'est son métier en tant qu'architecte, donc il fait ça très souvent. Donc effectivement, son expertise serait appréciée. Et après,
je vous laisse Enfin, déterminer effectivement celles et ceux qui sont moi, les plus à même dans cette place, quoi. Moi, j'ai pas de problème. On en a parlé juste avant, parce que je n'étais pas au courant. Il m'en a parlé juste avant qu'on rentre en séance. Mais moi, j'ai pas de souci à ce que ce soit lui qui soit titulaire. Ma dernière contre-proposition qui tient compte un peu de ce que me soufflait Céline là-bas, c'est que dans ce cas-là, et effectivement, là, on est bien sur la délibération de la modification de la composition de la commission d'appel d'offres, stricto sensu. Donc effectivement, Éric Richard passe titulaire. Gilbert Maugan devient suppléant à la place, par exemple, de Nicolas Habitante et on garde Michel Mansou. Mais par contre, dans ce qu'elle a écrit, Céline, dans le laïus de la note de synthèse de la délibération suivante, celle de la désignation des membres du jury de concours de maîtrise d'œuvre qui, pour mémoire, vous savez, c'est une sorte de CAO spécifique où il y a toujours le président, d'accord ? Et puis il y a 2 collèges. Un collège, effectivement, des élus qui est la commission d'appel d'offres, celle dont on est en train de parler, mais aussi, et on va le dire un peu plus loin, donc je fais du teasing, mais en gros, des architectes. Et bien dans ce cas-là, on complète la délibération, Céline, et on met M. Maugan, en tant que vice-président délégué, un membre à voix consultative comme ça. Il est convoqué, il est sûr d'être là. Et comme d'une manière générale, ce n'est pas des décisions qui se prennent par vote disputé, c'est plutôt soit il y a un consensus, une collégialité, et tout le monde est d'accord, peut intervenir, et on aura et l'expertise de Éric, et puis la légitimité de la vice-présidence de M. Maugan, et ben, tout le monde est content. Il n'y a pas de souci de suppléance ou je ne sais quoi. Voilà. Merci Gilbert d'avoir proposé. Est-ce que tout le monde est aligné sur cette dernière proposition ? Oui. Merci Michel également. Bien, messieurs, merci. Et donc Éric, mais je vais faire voter d'abord. Donc je porte aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Et donc Éric, merci bienvenue à tous. Dans la CAO. Bienvenue. Alors, nous passons au point numéro 7 qui concerne la désignation des membres du jury de concours pour les travaux de construction du tiers-lieu inclusif de Villaines-sous-Bois. Donc c'est une règle qui est issue du Code général des collectivités territoriales. La communauté de communes a décidé de lancer un projet de construction d'un tiers-lieu multiservice activité inclusif à portée départementale à proximité de la gare SNCF et de la route départementale D909. Du fait de sa proximité avec l'axe de la Croix-Verte, et il est donc envisagé d'y installer un restaurant inclusif, un magasin, une halle notamment, pouvant accueillir un marché de producteurs locaux, des animations culturelles, mais aussi servir de salle de réception, de salle de sport ou de salle de séminaire, une crèche inclusive, un espace santé tourné principalement vers l'enfant et le handicap, de la petite enfance jusqu'au grand âge, un ou des espaces de coworking, une conciergerie, une librairie, ainsi que des aménagements paysagers bordant les parties extérieures. Le cabinet Elvia, missionné pour rédiger le programme architectural et technique de cet équipement, a établi un pré-programme pour un montant estimatif de 3 715 000 €. Ce correspond au scénario A1B3 qui fera l'objet d'une présentation. Et ensuite, pour un projet présentant une surface indicative de 1200 à 1500 m². Voilà. Ensuite, conformément au code de la commande publique, le concours permet à un acheteur de choisir, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet, notamment dans le domaine de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'architecture. Le concours peut être ouvert ou restreint, auquel cas l'acheteur établit des critères de sélection des participants au concours est fixe au vu de l'avis du jury, la liste des candidats admis à concourir pour ce projet. Le jury procède après leur examen à un classement des plans ou projets des opérations économiques admis à participer au concours et l'acheteur choisit sur la base de l'avis du jury le ou les lauréats du concours. Et afin de réaliser cette opération, le lancement d'un concours restreint de maîtrise d'œuvre, tel que prévu à l'article R 2162-15 du Code de commande publique, est nécessaire. Ensuite, je ne vais peut-être pas tout lire, mais une fiche de la direction des affaires juridiques souligne que le montant de cette prime... Non, d'abord, il faut que je lise au-dessus. Public, donc, en application des dispositions des articles nombreux du Code de la commande publique, les candidats qui auront remis des propositions conformes au règlement de concours bénéficieront alors d'une prime afin de les indemniser du travail effectué. Donc, tous ceux qui font des marchés d'appel d'offres connaissent tout ça sur les concours d'archi. Le montant de la prime serait fait
en pratique au prix estimé des études et effectuées par les candidats, affecté d'un abattement de 20%. Donc une fiche de la direction des affaires juridiques souligne que le montant de cette prime devrait être réalisé et correspondre à l'investissement fourni par les candidats compte tenu du degré de précision demandé dans la remise de leurs prestations et de la complexité de l'opération. Il est donc proposé de fixer le montant de la prime à 17 175 €. 17 175 €, c'est ça, pour le scénario A1, B3 ou 19 301 pour le scénario A1, B4 par candidat retenu, dont la proposition sera jugée conforme au règlement de concours de jury. Oui. Oui, c'est dans le... Je ne sais pas où c'est, mais je vais continuer de lire. On n'avait pas dit qu'on limiterait cela à 3 candidats reçus, c'est ça? Parce que c'était pas... Je cherche ma phrase. Là, en l'espèce, dans le cadre de cette procédure, il est proposé, après sélection, donc d'admettre au minimum 3 candidats à concourir, ces derniers étant ensuite invités à remettre un projet au niveau esquisse. Pardon pour le bruit de cette phrase. Donc la constitution du jury de concours de maîtrise d'œuvre est encadrée par les articles R 2162-17 et suivants du Code de la commande publique. Aussi, le jury est composé de personnes indépendantes des participants du concours. Et en application des articles R 2162-22 et -24, le jury est composé des membres à voix délibérative, dirigé par un président désigné et son suppléant, et constitué de façon suivante. Donc les membres à voix délibérative de la CAO, dont nous venons de parler, 5 membres titulaires ou suppléants, plus le président de la CO ou son représentant. Les personnes qualifiées avec voix délibérative, donc 3 personnes minimum. Un représentant de l'ordre des architectes, donc proposé par l'ordre des architectes. Un représentant d'un organisme spécialisé en ingénierie, proposé par le syndicat d'ingénierie. Donc un représentant du conseil d'architecture, urbanisme et de l'environnement. Donc c'est la CAUE que nous connaissons, qui est un organe du département. Un représentant de la mission interministérielle pour la qualité des constructions publiques, et M. Humbert, donc, qui lui est désigné, architecte consultant, désigné par la maîtrise d'ouvrage, et le jury est composé de 10 personnes, dont le président de la CAO, qui la présidera. En dehors de ces règles, d'autres membres à voix consultatifs feront partie du jury. Les proposés, les vice-présidents en charge du développement économique et du commerce de proximité, plus Gilbert pour les éléments qu'on vient de voir, donc voilà, bâtiment et patrimoine. L'assistant à maîtrise d'ouvrage retenu pour cette opération, donc en l'occurrence le cabinet Elvia. Les techniciens représentant les services de la maîtrise d'ouvrage, donc le directeur général des services, le responsable d'exploitation et technique, la chargée de développement économique. Le service commande publique, le représentant de la DGCCRF, donc c'est la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, monsieur le responsable du service de gestion comptable de Garges-les-Gonesse et un représentant des porteurs de projets. Voilà, donc après, ce sont des procédures. Comment ? Bon, pour l'instant, mais bon, la convocation aux réunions seront envoyées aux membres classiquement 5 jours francs avant la date de la réunion. Voilà, il est proposé. Donc, il convient par ailleurs de fixer l'indemnisation des membres du jury composant le tiers de personnalités qualifiées, non rémunérées dans le cadre de leurs activités ou obligations professionnelles pour participer donc à ce jury. Et il est proposé de fixer cette somme à 500 € TTC maximum, réévaluée en cas d'espèce, donc par réunion et par membre de jury, en sus du remboursement des frais de transport calculés en application du barème des frais professionnels 2023. Publié au journal officiel. Et à l'issue de son concours, le lauréat ou l'un des lauréats du concours se verra attribuer un marché sans publicité ni sans mise en concurrence préalable. Voilà, donc ensuite. Donc il nous est proposé d'admettre 3 candidats minimum à concourir. Je te laisse terminer. Tu veux intervenir maintenant ? Bon, je pensais que ouais. Non. D'approuver le niveau esquisse plus prestations demandées aux 3 candidats admis à concourir, de fixer le montant de la prime à 17 175 €, comme je l'ai évoqué. Ce montant a été déterminé à partir des taux indicatifs proposés par la loi MOP sur la base d'une complexité de 1,15, pardon, alors c'est un peu technique, appliqué au montant prévisionnel des travaux. Le montant retenu prend en compte une quote-part de la mission d'esquisse, 5% retenu, affecté d'un abattement de 20% selon les préconisations de cette MIQCP, donc qui est la commission, l'organe de départ. Je donne la parole à Olivier qui souhaite intervenir. Oui, un éclaircissement sur le montant des primes avait été évoqué dans les différentes copies Loucotec la somme de 15 000 €.
En tout cas, nous, c'est pour un projet de cet ordre-là, en coût global, on avait pu mettre 15 000 €. Donc là, je vois que le coût a monté. Pour quelle raison et pourquoi, en fonction du scénario, c'est plus cher? La prime est plus élevée de 2 000 € en fonction du scénario. Donc, à la lecture de la compréhension de la lecture que j'ai fait de ce document, c'est un pourcentage qui est appliqué sur l'évaluation du projet. C'est bien ça, Eric? Ça ne va pas se faire tout le temps parce que nous, on n'a pas fait comme ça et personne n'a discuté. Hein. Après, il y a des règles qui sont fixées, mais elles ne sont pas gravées dans le marbre. En fait, chaque commune fait un peu comme il veut. Pardon. Tant qu'on n'est pas trop éloigné de la fourchette et qu'il n'y a pas trop au-dessus ou trop en dessous, les services de l'État n'y voient pas à redire. Mais le calcul qui est fait, effectivement, c'est basé sur le montant des travaux, avec une mission d'architecte. On estime à 5% la part de l'esquisse. Et là-dessus, on applique un abattement 20% et ça fait le calcul qui est donné. Là, on est vraiment sur le calcul théorique, donc on ne peut pas avoir de reproche à ce niveau-là. Et c'est ça qui est appliqué d'habitude? Pardon? D'ordinaire, c'est ça qui est appliqué? Oui. Bon, c'est pas ça qu'on a fait nous. Enfin, on parle quand même de plus de 10 000 € d'écart par rapport à 15 000, quel que soit le travail est le même, quel que soit le montant de l'esquisse. Entre les 15 000 fois 3 candidats et là, il y a une petite différence, quoi. Oui, il y a eu des variantes sur le projet, donc c'est des estimations en fonction des variantes de projet. Et donc, la bonne nouvelle quand même, c'est que depuis le nouveau Val d'Oise territoire du département, toute cette partie-là entre dans les parts subventionnables. Donc c'est subventionné sur la globalité du dossier. Juste pour préciser à Olivier que la prime est versée aux 2 candidats qui ne sont pas retenus et l'autre est déduite des montants des honoraires de l'architecte. Ok. D'autres questions? Donc, il est demandé au Conseil d'admettre 3 candidats minimum à concourir, d'approuver le niveau esquisse plus, donc des prestations demandées. Quand on dit ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'esquisse disponible aujourd'hui. Elles sont à faire, hein, bien évidemment. Là, on mandate. D'approuver le montant de 500 € maximum TTC relatif à l'indemnisation des membres du jury non rémunérés dans le cadre de leurs activités et obligations. C'est-à-dire que toutes les personnes que vous avez vues là, bien évidemment, ne sont pas rémunérées. Personnes extérieures. De fixer le montant de la prime à 17 175 € selon les scénarios par candidat retenu au titre de l'indemnisation des candidats ayant remis des prestations conformes au règlement de concours. Et ce montant a été déterminé à partir des taux indicatifs proposés par la loi MOP. Voilà, donc c'est la loi MOP, la réponse on l'a là, puisque ce montant a été déterminé à partir des taux indicatifs proposés par la loi MOP sur la base d'une complexité de 1,15 appliquée au montant prévisionnel des travaux. Voilà, donc après cette longue lecture, est-ce qu'il y a des remarques? Est-ce qu'il y a donc, pas de remarques, je porte aux voix. Contre? Abstention? Merci. Ensuite, alors là, je vais passer la parole à Claude Krieger, puisqu'il s'agit de finances. Et pour quelques points, donc le point 8 concerne le versement d'une subvention exceptionnelle pour les journées du patrimoine 2023. Donc Claude, je te passe la parole. Merci. Alors effectivement, il s'agit d'une demande donc, de la commune de Luzarches pour participer donc, aux frais de la journée du patrimoine des 15, 16 et 17 septembre. Et il a été demandé, donc Luzarches a demandé donc 1 000 € de contribution. Donc il est proposé au conseil communautaire effectivement de verser une subvention exceptionnelle à la commune de Luzarches d'un montant de 1 000 € destiné donc à financer les journées du patrimoine 2023 qui sont passées. Mais effectivement, si vous vous promenez dans Luzarches, vous verrez qu'il y a sur les murs de très beaux bâtiments, il y a effectivement des photographies en noir et blanc. Et donc c'est ce que l'on financerait en partie. Est-ce que vous avez des questions? S'il n'y a pas de questions, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Le point numéro 9, c'est le versement d'une subvention au budget C3PF, au budget CIAS.
Alors là, effectivement, donc, comme vous le savez, donc, le CIAS a une compétence aussi donc, en petite enfance, et nous avons reçu une demande du CPAF, qui est un syndicat donc, de l'école Alain Fournier, qui est situé sur la commune de Plessis-Luzarches, qui n'a pas de garderie itinérante, et par contre, qui a une forte demande donc, pour le centre de loisirs. Donc, la commune, enfin le CPAF a fait une demande donc, de participation à la communauté de communes à hauteur de 20 000 € par an, donc pour ce nouveau service, donc proposé effectivement aux habitants du Plessis-Luzarches, enfin du secteur, parce qu'en fait, je crois qu'il y a Villiers-le-Sec, il y a Mareil, il y a Jagny, Lassy, ces communes donc de l'Est. Et Bellefontaine. Et Bellefontaine. Hein, donc voilà, donc effectivement, alors bien sûr, jusqu'à maintenant, le CIS finançait les haltes garderies itinérantes à hauteur de 30 000 €. Là, effectivement, c'est un élément nouveau, mais effectivement, on peut comprendre que ces communes qui n'ont pas ces services et ce service qui est très demandé, donc, sollicitent donc une contribution de la communauté de communes, étant précisé effectivement que si demain le CPAF organisait donc une halte garderie itinérante, bien sûr, on resterait sur les 30 000 €. C'est pas 2 fois 30 000 €, hein, c'est pas ou 20 000 € fois 2. Hein. Voilà, je ne sais pas si... alors, c'est le CIAS. Et On va passer la parole à Christiane qui va un peu développer. Juste parce une petite que CIAS, précision. Les 30 000 € sont versés aux crèches sur les communes et sont apparus, cette subvention de la communauté de communes a été abordée à l'époque parce qu'il y avait un réel manque de crèches et c'était pour soutenir toutes les initiatives qui ont été menées par les 5 communes qui sont concernées, la dernière étant d'ailleurs Asnières, pas plus tard qu'il y a 2 ans. Et donc l'idée est de dire, on répond de la même façon à un manque réel sur ces 6 communes d'accueil dans un centre de loisirs pour lui permettre d'accueillir 30 à 50 enfants sur les communes qui vous ont été citées et faire en sorte que se démarre dès cette année puisque les communes ont un reste à charge qu'ils vont avoir mais qui reste trop important et cette aide de 20 000 € va avoir besoin, d'être mis en œuvre dès le mois de février sur l'ouverture de ce centre, sachant que les personnels sont déjà tous allés en formation pour pouvoir accueillir les enfants dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Ça sera tous les ans, comme la subvention des crèches qui ont été accordées de la même façon. Alors, dans la commission du CIAS, puisque ce point a été accepté en CIAS, il a bien été dit dans la commission qu'il y avait des inquiétudes pour certains de se dire qu'on déclenche, j'ai envie de dire, que les communes soient à la fois demandeurs sur des crèches et des centres de loisirs. Là, on est bien sur la réponse à des zones blanches, à des besoins qui ne sont pas satisfaits et qui démarrent et qui se mettent en œuvre, et qu'il ne pourra en effet pas y avoir de doublons dans des communes qui recevraient déjà 30 000 sur des crèches et qui feraient une demande sur de l'accueil de loisirs. On est bien sur la mise en œuvre et la création d'un service à rendre. Olivier souhaite prendre la parole, Olivier Dupont. Ce que je comprends, c'est que dans 3 ans, il faudra revoter, d'après la note de synthèse. Donc c'est tous les ans, mais tous les ans pendant 3 ans. C'est pas, il faudra remettre au vote, quoi, c'est ça. Tous les ans pendant 3 ans, comme un peu sont signées les conventions, qui sont signées également sur les 30 000, où ces conventions sont remises et rediscutées par rapport à des coûts, par rapport aussi à l'évolution des aides de la CAF, de la MSA, enfin toutes les subventions extérieures qui peuvent être qu'on va chercher et qui sont amenées et qui pourraient réduire éventuellement ces coûts d'engagement, voire éventuellement les changer. Voilà. Voilà, donc... On va porter aux voix et je demanderai donc à Gilbert Mougan de ne pas participer à ce vote en tant que président du CPAF. Donc là, il est proposé au Conseil communautaire de verser une subvention. Alors moi, je dirais pas qu'elle est exceptionnelle, puisqu'en fait, elle sera récurrente. Hein. Mais effectivement, elle est exceptionnelle pour le budget 2023, puisqu'effectivement, on n'avait rien prévu. Mais ensuite, c'est une dépense qu'on retrouvera en principe chaque année. Voilà, mais c'est une subvention qui sera versée donc au CIS, qui reversera effectivement donc au CPAF sa contribution. C'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc 2 abstentions. Alors, ouais. Donc Gilbert Maugan ne participe pas au vote.
Mais je pense que tu peux voter, hein, Cyril, puisque tu es membre adhérent, tu n'es pas d'ici, tu n'es pas le... Ouais. Oui. Vous voulez être mis abstention ou prendre pas part au vote? Alors Gilbert Maugan ne prend part pas. S'abstient. 2 abstentions. C'est les limites un peu de tout ça, parce que imaginons qu'il y ait 10 communes dans ce syndicat, si les 10 voix ne votent pas, ça passe pas. Donc si les 10 maires s'abstiennent... mais d'où l'intérêt de poser la question en disant abstention, parce qu'abstention, même s'il y a une majorité relative, c'est pas compté comme un compte. Pardon. Oui, exactement. Ouais. Ok. Donc c'est bon, le vote est fait? Oui, donc il n'y a pas de compte, pas d'abstention. Donc, le point numéro 10, c'est une décision modificative numéro 1 sur le budget annexe gendarmerie. Donc là, vous avez un tableau où effectivement, donc, la décision modificative, donc on réduit, enfin on augmente le montant de la ligne des emprunts, donc pour 5 000 €. Et on diminue donc les titres annulés sur l'exercice antérieur de 5 000 €. Donc ça s'annule donc au titre dans la section de fonctionnement. Et dans la section d'investissement, en fait, c'est 12 500 € donc du 21-58 au 23-18. En fait, c'est du 23-18 puisque le 23, c'est des dépenses qui sont planifiées sur plusieurs exercices. Or là, effectivement, on aura sans doute un besoin sur 2023 et c'est pour ça qu'on passe au 21-58. Donc pour 12 500 €. Et donc, effectivement, cette décision modificative également, elle est compensée et donc elle est à 0. Est-ce qu'il y a des questions sur cette décision modificative? Pas de questions. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Ensuite, le point numéro 11, c'est le versement de la subvention du budget C3PF au budget annexe gendarmerie. Comme vous le savez, effectivement, donc... Alors, on a pris un peu de retard, puisqu'effectivement, le budget général aurait dû, depuis 2018, subventionner ce budget gendarmerie. Or, ça n'a pas été le cas, puisqu'on a obtenu effectivement des subventions, même si la subvention de la région n'a pas obtenu, mais on a eu moins de dépenses. Mais aujourd'hui, effectivement, pour équilibrer le budget, il faut effectivement que le budget général abonde le budget gendarmerie, donc de 120 350,74. Donc c'est une subvention, enfin une compensation de 120 350 du budget général, C3PF, vers le budget gendarmerie, pour équilibrer ce budget qui risque d'être en déséquilibre. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est quelque chose que je dirais, ceux qui ont participé à la construction de ce projet, déjà au départ, en 2018, le budget général, effectivement, aurait dû abonder le budget gendarmerie, qui est un budget annexe. Donc aujourd'hui, le budget risque de ne pas être équilibré. Je pense que 2023, parce qu'on fait très peu de dépenses, on pourrait passer, mais pour le moment, effectivement, il y a quand même un risque. Mais il faut savoir que jusqu'en 2036, le budget général devra abonder ce budget gendarmerie à hauteur cumulée de l'ordre de 1 million d'euros. Voilà, mais enfin, on ne crée pas de la valeur économique, mais là, on crée la valeur patrimoniale. Et c'était bien le but, parce que c'est un service public, un service de proximité, que si on n'avait pas construit cette gendarmerie, la gendarmerie était à Fos et on n'avait plus de gendarmerie dans le secteur. Bon, enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette décision, ce versement de subvention du budget général au budget annexe gendarmerie? Gilbert. Oui, je pense qu'on aurait dû attendre le plan Macron. Peut-être qu'il nous aurait donné plus d'argent. Puisqu'il crée des gendarmeries. Alors, bon. Oui, mais il y a deux types de gendarmeries. Il y a les gendarmeries domaniales qui sont des gendarmeries de l'État et nous, ce n'est pas une gendarmerie domaniale. Oui, voilà. Donc, effectivement, là aussi, il y a une petite nuance. Effectivement, il y a des gendarmeries qui arrivent effectivement à se faire financer par l'État. L'exemple de la gendarmerie de Daumont, ouais, exactement. Voilà. Malheureusement, ben nous, on a perçu 503 000 euros 576. Ou de l'État, hein, c'est tout. Voilà. Mais en tout cas, la gendarmerie appartient à la C3PF, donc c'est quand même une valeur patrimoniale. Des questions ou d'autres questions? Donc je mets aux voix qui est contre le versement de cette subvention au budget annexe gendarmerie, qui s'abstient.
Je vous remercie. Ensuite, c'est le point numéro 12, c'est l'affectation des dépenses au compte de fêtes et cérémonies, où effectivement, donc là, on doit affecter les dépenses reprises au compte 662-32, fêtes et cérémonies, donc dans les limites des crédits prévus au budget principal. Donc là, effectivement, on doit imputer d'une manière générale l'ensemble des biens et services qui objets et denrées divers ayant trait aux fêtes, l'achat de fleurs, les bouquets, les gravures, les médailles, les coupes, les plaques, les cérémonies, etc. L'achat de trophées et de coupes, l'achat de denrées alimentaires, l'achat de chèques cadeaux, l'achat de nappes, rubans, cocardes, etc. Les repas organisés par le personnel intercommunal, barbecue, fin d'année, etc. Donc tout ça doit être effectivement affecté au compte 62-32, donc qui est un compte qui s'appelle Fêtes et cérémonies. Voilà, mais tout ça dans la limite des crédits prévus au budget principal. Est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y en a pas de questions. Je me vois qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Le point numéro 13, c'est l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2024. Vous avez la liste donc des établissements qui ont effectivement fait cette demande d'exonération auprès du syndicat Trior. Vous avez l'abbaye de Royaumont, la route des Princes pour les campings. Vous avez le parc des Grands Clos, c'est également un camping. Truffaut, donc, qui est à la Croix-Verte, à Baillé. Des entrepôts à Baillé en France également. Vous avez le Roi Merlin à Montsou, le Carrefour Market à Viarmes, l'hôtel Montgriffon à Viarmes. L'hôtel Montgriffon à Viarmes. Oui, c'est l'Usarche, hein, c'est pas... Oui, bien sûr, oui. Oui. Pour être précis, et ça c'est sûr et vérifié avec le fisc, il y a des parcelles sur 3 communes, y compris Cegy, Jacques, je pense que le sait. Donc très largement l'Usarche, effectivement, périmètre Cegy-Durs, mais aussi du Cegy et du Viarmes, d'où ça. Et alors c'est important de noter parce que avant même qu'il y ait le vote que vous avez fait la dernière fois, comme on ne pouvait pas revenir avant la fusion et les conséquences de la fusion sur la TOM, sur les exonérations passées, on avait Christophe Fouquet qui, pour la partie Lusarche, notamment, n'était pas exonéré puisqu'il se fait que du coup, on n'exonère pas sur une partie du territoire, mais on exonère de l'autre. Dès lors qu'il y avait une demande, on a vraiment bataillé pour que le fisc accepte, dans sa grande clémence, d'exonérer in fine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui ont suivi ça, que le golf, pour la partie lusarchoise, donc soit tout autant exonéré que pour la partie Viarmes-Cegy. Voilà. Ensuite, il y a la SCI du Champ. Une petite question, oui. Simplement, là, justement, en reprenant le golfe de Viarmes, qui normalement est censé assurer la collecte de ces OM. Hormis s'il fait appel à une société extérieure, mais est-ce que le Cegy-Durs, par exemple, ne passe pas chez lui malgré tout ? Non. On en est certain. L'hôtel, il est collecté par Trior. Et donc, l'hôtel a fait une demande à Trior d'exonération. Ok. Voilà. Ok. La parole à Jean-Marie Bontemps. Je le vois. Ça marche. Oui. C'est juste un détail, mais dans le début de cette délibération, il n'y a pas vu l'avis favorable de la commission environnement. Exact. Oui, tout à fait. Jean-Marie, tu as raison, puisqu'effectivement, ça a été examiné en commission des finances avant la commission d'environnement. La logique aurait voulu effectivement que ce soit d'abord la commission d'environnement, puis la commission des finances. Tu as raison, mais ça, tu l'as évoqué effectivement en commission d'environnement. Tout à fait, tu as raison. Et la commission environnement et la commission des finances a donc émis un avis favorable. Moi-même, j'ai appelé Trior parce que je voulais un peu comprendre. Effectivement, Trior m'a confirmé qu'il n'avait pas aujourd'hui les capacités ni de collecter ni de traiter les ordures ménagères de ces établissements. Oui. On va vous donner un micro parce que les gens ne vont pas entendre. Si vous voulez bien répéter le... Si. Alors, allez, dites, on va répéter ce que vous dites. Ah oui, donc la commission s'est réunie la semaine dernière et les raisons pour lesquelles nous n'avons pas fait ça, c'est que la note de synthèse était déjà partie. Donc voilà, merci de prendre ce point en considération. Mais je ne demande pas que la note de synthèse soit modifiée, du moment que la délibération l'est. Je me permettrais d'insister un petit peu sur le côté du golf. Je donne la parole à Cyril, sinon les gens ne savent pas qui parle. Pardon. Cyril Diarra. Cyril Diarra, maire de Villers-Sec.
Je reviens un petit peu là, c'est quelque chose qui me choque quand même, cette histoire de Golf Hôtel qui est donc situé sur l'Usarche. Je ne comprends pas beaucoup pourquoi ce serait Trior qui aurait dû aller collecter tous ces dépôts. Il y a quelque chose qui est pour moi anormal par rapport, effectivement, on est une communauté de communes avec 2 syndicats complètement distincts. L'Usarche, sur ce qui concerne l'Usarche, c'est bien Sigidurs qui le gère. Donc pour moi, il n'y a pas de raison que ça soit Trior qui vienne à prendre la décision. Voilà, il faut m'expliquer là, parce qu'effectivement, ça me paraît un peu compliqué. Non, mais c'est compliqué parce que Trior avait créé une TOM en son temps en tant qu'un syndicat de communes quand jamais Sigidurs n'a jamais créé de TOM. Donc cette situation à la fois compliquée déjà de comparaison a été amplifiée avec la fusion Carnel et Pays de France. Donc quand vous avez analysé le dossier en commission pendant toute l'année 2022, Jean-Marie, je parle sous votre contrôle, si je me trompe, vous pouvez, enfin voilà, c'est un éclairage, je ne veux pas faire trop long, tu me coupes si c'est trop long. Ben, en gros, vous avez considéré que la méthodologie de base de TOM, une TOM sur le périmètre de Pays de France, une TOM de base sur le périmètre de Carnel Canal historique, avec 10 taux, c'est-à-dire 9 taux de Asnières à Viarmes, plus le 10e, c'est un taux à l'échelle de Pays de France, était le bon système et qu'il fallait le maintenir. Dès lors que vous l'avez voté, ça veut dire que les exos sont de droit votés par celui qui a instauré la TOM, quand bien même le législateur a dit que celui qui le collecte, c'est désormais les EPCI à fiscalité propre, c'est-à-dire Carnel. Donc c'est légitimement qu'encore, c'est le conseil syndical de Trior qui vote les exos de TOM. Et en toute cohérence, j'ai eu longuement Séverine Leblanc l'autre jour, elle m'explique qu'ils ne vont pas, et depuis 20 ans, dans les zones d'activité à Bruyères, à Persan, pas davantage au Golfe Montgriffon qu'à Carrefour Market Viarmes. A contrario, Carrefour Market Luzarche, il y a des bennes de Sigidurs qui va. Voilà, donc c'est une situation sur le territoire assez complexe. Chaque année, on aura les débats, mais on en est là. Voilà. Luzarche, il n'est pas Luzarche. Alors, deux prises de parole souhaitées. Les micros sont coupés de ce côté-là, donc prise de parole de Thierry Pichery et Jacques Ferrand. Oui, ce que je voulais dire, c'est quand c'est Sigidurs ou Trior qui gèrent les OM, il n'y a pas de problème, on a une traçabilité, on sait comment c'est géré. Ma question c'est quand on fait une exonération de la TOM, est-ce que l'entreprise qui est exonérée elle doit fournir une attestation comme quoi le prestataire qui gère leurs OM est bien qualifié et bien les compétences pour? Je vais répondre, donc Thierry. Alors effectivement, donc toutes les entreprises qui demandent une exonération doivent prouver effectivement par un contrat, donc une convention ou un contrat, qu'effectivement elles demandent à une entreprise extérieure de collecter et de traiter. Donc c'est clair, il n'y a pas d'exonération qui soit obtenue s'il n'y a pas ces éléments-là. Donc c'est clair, il y a une convention ou il y a un contrat justifiant effectivement le traitement de la collecte et le traitement à l'extérieur. La charge de la preuve obligatoire. Jacques Ferrand. Moi, à chaque fois que l'occasion m'en est donnée, je fais savoir mon sentiment à ce sujet. Je suis totalement contre qu'on exonère ces entreprises à 100%. À minima, il devrait y avoir un forfait de 20% pour participer aux frais de fonctionnement. Trior, c'est un service public qui rend service notamment à la population, 100 000 habitants, et qui supporte seul les frais de fonctionnement et d'investissement. Donc cette hémorragie qui date depuis quelques années, je l'ai fait savoir à Trior pendant que j'étais vice-président là-bas, et la capacité de traitement des ordures ménagères est à hauteur de 39 000 tonnes par an, donc largement suffisant. La capacité, si. Alors maintenant, il y a peut-être une politique qui veut en faire moins, politique à Trior, qui veut en faire moins, mais moi, à mon temps, on avait une volonté de traiter le maximum et faire participer le maximum d'entreprises. Aujourd'hui, Trior a un taux moyen pour nos 9 communes de 9,5%.
Si Gidurs, on s'aperçoit que c'est 7, demain, à force d'en faire moins, de moins en moins, Trior n'aura plus d'existence. Puisque la politique... Juste, Jacques, pour corriger un point, si les taux que tu donnes même s'ils sont exacts, il faut aussi prendre en compte que les bases ne sont pas forcément les mêmes entre les deux syndicats. Oui. Donc il peut y avoir un différentiel de base qui va faire que les montants seront différents. Le service à taux comparable, on peut avoir des montants différents. Oui, j'entends bien, le service Trior, c'est vrai qu'il est, allez, pour ne pas fâcher Cyril, il est peut-être un peu supérieur au service Gidurs. Bon. Non, mais un peu supérieur, il y a des nuances. Je crois que effectivement, tu vas me fâcher. Il y a des nuances. Bon, enfin, voilà ce que je m'efforce à faire entendre. Alors, juridiquement, c'est peut-être pas possible de faire supporter un forfait de 20% pour couvrir en partie les frais de fonctionnement. Christophe nous a déjà informé là-dessus. Mais enfin, je trouve que c'est pas normal qu'on exonère comme ça aussi facilement. Tu es constant dans tes interventions sur ce sujet, j'en atteste. Le débat n'est pas forcément fermé, il le sera pour ce soir rapidement, parce que je pense qu'on a bien débattu. Oui, non, ce que moi je peux, vraiment je t'assure, Jacques, j'ai moi-même appelé la directrice générale des services qui m'a dit que de toute façon, il n'avait pas ni les capacités de collecter, ni de traiter. Et en plus, que ça n'était pas l'objet de ce syndicat. Ça n'était pas l'objet de ce syndicat. C'est ce qui m'a été répété. Donc après, bon, moi je ne peux pas en dire plus. Moi, à partir du moment où on me fait cette réponse, malheureusement, voilà, moi j'acquiesce, et c'est tout. À moins qu'il n'y ait d'autres interventions sur ce sujet. Pour compléter ce que dit Claude, je pense que tu es dans le vrai, mais je crois aussi que les contrats de mémoire, il y a une part fixe, une part variable en fonction du tonnage, et qu'en excluant des professionnels comme ça, la part fixe est portée par les citoyens et n'interviennent pas dans ça pour mettre un peu d'eau au moulin de ce que dit Jacques. Oui, la somme fixe est portée par moins de gens. Eux, ils paieraient une grosse partie sur leur foncier. Cette partie qui ne paye pas est reportée sur les citoyens. C'est ça. Creuse peut-être le sujet pour savoir si effectivement on pourrait au moins collecter 20%, pourquoi pas, mais je crois qu'on a les services ont vérifié et il n'était pas possible effectivement de les honorer qu'à hauteur de 80%. Christophe DGS va intervenir pour apporter un complément de réponse sur cette dernière intervention. Il faudra suivre de près les débats en conseil syndical de Trior parce qu'ils veulent avancer, ils ont déjà instauré la redevance spéciale, ils veulent la développer et ils veulent la rendre incitative au tri. C'est-à-dire qu'en gros, ce que m'expliquait aussi Séverine, c'est que en gros, Truffaut-Baillet, Leroy Merlin-Montsou, tout ça, ils pourraient prendre puisqu'ils font déjà le tri. Mais à l'inverse, ils ont arrêté parce qu'il y a 20 ans, dans des zones d'activité à Persan ou n'importe où, on leur mettait des bâches, des trucs qui n'ont rien à voir, qui sont vraiment des déchets professionnels. Ce pourquoi ils ne sont pas faits, ça complète et précise l'intervention de Claude Krieger. Et pour ça, ils ne reviendront jamais en arrière. Mais là où il y a un acte de tri, ils vont instaurer la redevance. Donc ça voudrait dire que si on prend la communauté de communes au Val d'Oise qui, elle, fait, contrairement à nous, une politique d'exonération totale, il faudra clarifier entre des entreprises qui reviendraient vers un service public mais qui le financeraient par la redevance spéciale et d'autres où peut-être qu'on se posera la question d'exonérer ou plus en fonction de critères que vous rechercherez ou pas au fil du temps. Donc c'est assez compliqué. Alors Christophe, moi j'ai un petit éclairage parce qu'en fait vous avez la TOM, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et vous avez la redevance des ordures ménagères qui est une notion de service, et vous avez la redevance spéciale. Et la redevance spéciale, c'est vrai que c'est nous, à l'époque, avec les élus de Viarme, qui avons demandé la mise en place de cette redevance spéciale, qui s'applique d'ailleurs aujourd'hui aux gens du voyage, aux gens qui sont là temporairement, et à ceux-là, on effectivement leur facture une redevance spéciale. Mais ça n'a rien à voir avec la redevance, hein. C'est autre chose. Bien. Il y a d'autres interventions? Non, mais écoutez, je mets aux voix. Donc, il est proposé donc, au Conseil communautaire d'émettre un avis favorable sur les demandes d'exonération de la TOM pour 2024, conformément au tableau qui a été présenté par le syndicat Trior. Qui est contre? Un contre? Qui s'abstient? Une abstention? Je vous remercie. Le point numéro 14, c'est l'expérimentation du compte financier unique, le CFU,
donc conclusion d'une convention entre la communauté de communes et l'État. Alors le compte financier unique donc, sera obligatoire à partir de 2024, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, donc, on a accepté effectivement d'être une commune test, une collectivité test, et effectivement aujourd'hui on aura un compte financier unique qui se substituera donc au compte de gestion et au compte administratif, mais néanmoins qui sera élaboré par les services comptables de la collectivité. Donc c'est vrai que c'est un travail supplémentaire et qui sera ensuite validé par la DGFiP. Donc en tout cas, pour moi, je trouve que c'est une assez bonne chose. C'est une lecture, enfin ceux qui sont en entreprise savent ce que c'est qu'un bilan et un compte de résultats. Ça ressemblera assez prochement des bilans actifs passifs et comptes de résultats qu'on a dans nos entreprises, qui pour moi sont beaucoup plus faciles, beaucoup plus lisibles, et je considère que c'est vrai que le compte administratif et le compte gestion, il y a des doublons, et donc là aussi je pense que c'est effectivement une façon de simplifier les procédures dans nos collectivités. Alors c'est vrai qu'on a une nouvelle directrice financière qui est arrivée. C'est vrai que c'est un peu compliqué pour elle aussi de mettre ça en œuvre, puisqu'effectivement, on s'est engagé à le faire pour 2023, alors qu'on aurait peut-être pu attendre 2024. Mais en tout cas, je pense que c'est une bonne chose que d'avoir accepté d'être une commune test, une collectivité test. Voilà, donc il est proposé au conseil communautaire d'approuver les termes de la convention que vous avez dû voir. Ça concerne bien sûr le budget principal, les budgets annexes, gendarmerie, Morantin, l'ORM, le tourisme, tiers-lieu inclusif, pour l'exercice 2023. Donc c'est une convention à passer entre la C3PF et l'État, et d'autoriser le président ou son représentant à signer la dite convention et tous les documents nécessaires donc, à son exécution. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce compte financier unique, qui encore une fois pour moi est une très très bonne chose? Oui, une question? Laurence Monceau, quartier Boistard. Je voudrais juste savoir si cette année, du coup, les comptes vont être présentés en double, ou alors ça va tout de suite passer sur... Non, on passe directement quand en CFU. Oui. Bah oui. Merci. Bien, merci. Pas d'autres interventions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Claude. Nous allons passer au point 15 qui concerne la signature d'une convention de partenariat avec l'association Initiative 95 que nous commençons à bien connaître maintenant sur le territoire. Et pour évoquer ce point, je passe la parole à Sylvain Saragosa, développement économique, donc VP en charge du développement économique. Oui, merci beaucoup. Effectivement, donc tous les ans, nous devons délibérer pour allouer une subvention à Initiative 95. Donc tout le monde connaît maintenant Initiative 95. C'est une association qui vient en aide à des porteurs de projets sur notre territoire et donc qui vient les aider pour déterminer si leur projet d'entreprise, en fonction de leur savoir, de leurs compétences, d'avoir les informations sur le périmètre financier, administratif, juridique. Et donc, par rapport au rapport annuel de l'année dernière, donc nous avons, Initiative 95 a retenu et soutenu donc 16 projets d'entreprise. Ils ont créé donc 15 emplois ont été créés et 15 entreprises ont été créées et une reprise d'entreprise a vu le jour grâce à Initiative 95. Donc il y a eu 17 emplois créés, donc 4 consolidés par rapport à la reprise de cette entreprise. Et ils ont également, depuis l'année dernière, consacré énormément de temps à ce qu'ils appellent des amorçages, c'est-à-dire des personnes qui viennent les voir pour savoir si leur projet serait susceptible de pouvoir être viable et d'avoir des informations concernant ces orientations. Donc ils ont amorcé donc 33 projets et sur ces 33 amorçages, il y a donc ça a conclu à 12 entreprises créées. Voilà. Et donc la subvention sur l'année 2023 est de l'ordre de 15 000 €.
Et maintenant, c'est pas maintenant, ça fait 1 an et demi, 2 ans, c'est Initiative 95-78. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que ça va faire baisser la cotisation? Non, ça va la faire augmenter. Parce qu'ils n'étaient pas structurés de la même manière, il y avait des problèmes financiers. 78. Bref, bon, bah écoutez, on va pas pouvoir passer aux voix. Qui souhaite voter contre? Qui souhaite s'abstenir? Je vous remercie. Point suivant, qui est l'autorisation donnée au président de signer tous les actes nécessaires à la vente du lot 8 du parc d'activités de l'Orme. Alors, le lot 8 est le dernier lot que nous avons, qu'il nous reste donc sur le parc d'activités de l'Orme. Hop, je regarde ça tout de suite. Voilà. Donc il s'agit du lot 8, parcelle, je le rappelle, de 2576 mètres carrés. Le prix de vente a été établi à 100 € hors taxe du mètre carré. Et vous avez sur la table reçu, normalement, enfin vous avez tous reçu l'avis des domaines que l'on a réceptionné hier ou aujourd'hui. Voilà, donc on n'avait pas pu le mettre avec l'ordre du jour et la synthèse de ce conseil communautaire. Donc le prix du mètre carré estimé par les domaines est de 90 € hors taxe par mètre carré. Et donc nous avions déjà négocié, puisque nous avions la possibilité d'avoir une variable de 10%, mais en règle générale, les 10% c'est surtout à la baisse, pas trop à la hausse. Donc le candidat qui a été retenu suite à la commission de développement économique qui a eu lieu le 28 septembre, donc c'est la société LEDEX. La société LEDEX est implantée sur notre territoire depuis un certain nombre d'années. Certaines collectivités ici présentes utilisent leurs services. Donc c'est une société qui est spécialisée dans la distribution et la commercialisation de tout ce qui est éclairage, et essentiellement en éclairage LED. Voilà, donc c'est secteur d'activité qui est en équipement industriel, routier, urbain, tertiaire, enfin voilà, donc tout ce qui est effectivement les grands éclairages. Sur Chaumontel, je sais qu'on leur a confié l'éclairage du stade. Donc voilà, donc ça se passe plutôt bien. L'étude a été très bien réalisée et la conception également. Donc l'EDEX envisage de faire donc 4 cellules, une qu'ils exploiteraient immédiatement, les 3 autres qu'ils mettraient également en location avec des confrères à eux. Voilà, concernant la superficie, on est sur une superficie de donc 2700 mètres carrés, je l'ai dit, pour le 2576 mètres carrés pour la superficie du terrain, et donc ils sont 50% de constructibilité. Voilà, donc actuellement ils sont sur Chambly, et donc ils souhaiteraient rapatrier leur entreprise sur notre territoire, donc sur le parc d'activité de l'Orme. Voilà, et donc comme je le disais, c'est le dernier lot qui est commercialisé. Alors, oui et non. Je fais une petite précision avec un rebondissement qui a eu lieu aujourd'hui. Donc nous avions le lot 7 qui était attribué et où vous avez déjà délibéré concernant la société Formaction. La date butoir pour signer l'acte définitif et forcément la remise des fonds sur séquestre du notaire était le 30 septembre, sachant que ça avait été déjà reporté une fois ou 2 fois, je crois. Donc, malgré les différentes relances qui ont été faites par le notaire, par les notaires respectifs, par la communauté de communes, auprès de la société Formaction, donc il n'y avait pas eu de nouvelles. Et donc la date butoir ayant été dépassée donc au 30 septembre, nous souhaitions reprendre la liberté de recommercialiser ce lot. Et aujourd'hui, nous avons eu un mail, enfin le notaire d'ailleurs a eu un mail
du porteur de projet, enfin de l'entreprise qui souhaitait acquérir, en disant que bon, ils avaient eu un petit souci et que maintenant ils pouvaient effectivement poursuivre et verser la somme sur le compte du notaire. Donc voilà, donc on a décidé, on devait en premier lieu en discuter et vous demander votre avis, et il s'avère que comment dirais-je, nous avons estimé que, effectivement, comme il était revenu vers nous et que, a priori, il pourrait verser les fonds puisque le permis de construire a été purgé, enfin, il n'y avait plus aucun élément qui bloquait concernant cette signature. Donc, on a décidé d'octroyer une quinzaine de jours grand maximum pour pouvoir signer définitivement l'acte de vente. Ce en quoi, si ce délai n'était pas respecté pour une raison diverses et variées, puisque aujourd'hui on arrive vraiment au bout du processus, on reprendrait la liberté de commercialiser à nouveau ce lot, sachant que, comme vous avez pu voir, il y a une forte demande et un intérêt sur des parcelles enfin sur des terrains dont la destination serait le développement économique. Donc on augmenterait donc forcément le prix de vente à 100 € du mètre carré, comme sur le lot 8. Voilà, donc c'était une aparté, puisque effectivement j'ai pas eu l'occasion de vous transmettre cette information-là en préambule de notre conseil communautaire. Donc voilà, ça n'intervient pas dans la délibération, mais en tous les cas, c'est une information que je devais vous transmettre. Hugues, oui. Oui, juste une petite chose, quand tu dis on a octroyé un délai supplémentaire, est-ce que vous l'avez fait par écrit avec une prorogation de délai dans les formes, je dirais? Alors, l'information, nous l'avons eue ce jour. Donc là, les services, services de la communauté de communes vont transmettre l'information à notre notaire en octroyant un délai supplémentaire. Et donc, ce sera effectivement écrit, indiqué. Au-delà de ce délai, on reprendra les droits de commercialisation de ce bien, sachant bien entendu qu'il y aura également la somme due sur le non-respect des délais et des clauses de l'acte authentique, puisque quand on signe comment ça s'appelle, un compromis, on verse une certaine somme. Si les clauses ne sont pas respectées, cette somme est due à celui qui vend ou à la communauté de communes en l'occurrence. Donc voilà, on s'est posé la question, on s'est dit qu'effectivement 15 jours était plus logique que de redémarrer un processus avec une demande d'autorisation de permis de construire. Enfin bon, même si effectivement des demandes nous en avons, et que pour la commercialisation ça aurait été aucun problème, on n'aurait eu aucun problème à recommercialiser ce lot. Donc voilà, vous êtes parfaitement informé en temps réel. Je rebondis sur la remarque de Hugues, il a parfaitement raison. Je pense qu'il faut effectivement formaliser, bien cadrer cette prorogation de promesses, parce qu'effectivement on a peut-être affaire à des gens qui peuvent nous faire poireauter encore un certain temps. Oui, non mais il y a Madame Yette ici présente a tout entendu. Voilà, effectivement il y aura un avenant, puisque notre notaire et les services de la communauté de communes sont en dialogue permanent, et effectivement ils sont complètement raccord sur ce point-là, mais oui, il vaut mieux effectivement écrire cela. Donc pour en revenir à notre lot numéro 8... Une dernière petite question, Sylvain. Quelles étaient les clauses suspensives de ce compromis de vente ? Les clauses suspensives ont été levées, c'est-à-dire le permis, le dépôt de permis purgé. Il y avait également le prêt. Donc les délais ayant été dépassés, il ne restait plus que le dépôt de la somme sur le compte séquestre du notaire. Il ne restait plus que ça et le rendez-vous. Voilà, mais tout le reste avait été purgé. Voilà. Donc bon, l'entreprise, le dirigeant de l'entreprise nous a fait part d'un problème temporaire. Donc a priori c'est réglé. Donc
on espère avoir une bonne nouvelle et que le président puisse signer cet acte dans les 15 jours qui viennent. Concernant la délibération autorisant le président à signer la promesse avec donc la société LEDEX sur le lot 8, sur le parc d'activité de l'Orme, pour un montant de 257 600 € hors taxe, soit 309 120 € TTC. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Pas de questions. Qui souhaite voter contre? Qui souhaite s'abstenir? Je vous remercie. Bien, donc je devrais voir une date s'inscrire à mon agenda dans les 15 premiers jours, si j'ai bien compris, pour la 3e fois. Bien, souhaitons que ce soit la bonne. Alors, nous allons passer au point 17, qui est le dernier de l'ordre du jour. Et nous allons évoquer donc et vous présenter le tableau des effectifs permanents et non permanents. C'est un exercice que vous connaissez bien, et je me tourne naturellement vers notre vice-présidente en charge des ressources humaines, Christiane Actouche. Oui, alors nous avons bien sûr à vérifier et à valider ce tableau des emplois chaque année, mais là, il a permis d'absorber un certain nombre de départs et d'arrivées, comme vous avez pu le voir ou comme je vais vous le confirmer. Nous avons vu l'arrivée de Marie-Hélène Benzega début septembre en tant que responsable compta finance. Nous avons vu arriver également Sophie Lenné-Martin à mi-septembre pour la partie du service environnement. Tout ça rentrait bien dans le tableau des emplois. Par contre, nous avons un point ce soir à vous proposer, c'est le cas de le dire, avec une modification, puisque le service de communication qui, bien sûr, voit chaque année s'alourdir ses tâches au travers du site web, des feuilles de carnet, de la création et des diffusions de flyers et affiches, sur l'appui technique aussi des services de la C3PF, du CIAS et de communes membres, mais également avec un événementiel, et vous l'avez bien vu sur les 2 dernières années, qui s'est excessivement développé. Et à l'heure actuelle, le service communication est composé d'un seul agent à temps plein pour assurer l'ensemble de ses missions de communication et d'événementiel. Cela a été démontré fortement, complètement insuffisant. Et donc, il vous est proposé de créer un poste de chargé de communication à un emploi permanent à temps complet, 35 heures, à compter du 1er novembre 2023. Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux, au grade de rédacteur relevant de la catégorie hiérarchique B, en charge de la communication. La bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà la personne et que nous avons reçu deux personnes de qualité d'ailleurs, mais que notre choix s'est porté et nous accueillerons donc Morgane Hubert, bien connue de la commune de Viarmes, au 1er novembre, et d'un certain nombre d'entre nous, puisqu'elle faisait partie de la communication de l'ancien Carnel Pays de France. Et donc, elle a validé, elle aussi, son embauche sur ce 1er novembre. Donc, il nous est proposé d'adopter la modification du tableau de ses effectifs pour pouvoir l'accueillir, ainsi proposé, d'autoriser le président à procéder au recrutement de Morgane, donc Hubert, de dire que les crédits nécessaires à sa rémunération sont inscrits au budget principal, au chapitre et articles prévus à cet effet, comme peut le confirmer Claude, et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Est-ce que vous avez des questions, des points de précision ? Vous nous avez dit, très cher Christiane, que la nouvelle devait arriver donc au 1er novembre. Et si globalement le comité disait non, vous feriez comment ? Eh bien, on compte sur votre excellente bonne volonté et sur le fait de la nécessité absolue, là par contre, et impérative, d'accueillir et de créer un 2e poste sur la communication, sincèrement. Donc, je peux mettre aux voix. Pardon. Juste faire une remarque. Ça ressemble étrangement à un service communication qui était à Asnières-sur-Oise et qui apparemment se reforme, je dirais. Non ? On est un peu ça. C'est vrai qu'ils ont démarré ensemble, ils se connaissent bien, ils ont travaillé, ils ont démarré sur la Carnéloise. Donc, c'est en effet
du coup un groupe de personnes et une collaboration dont on est sûr qu'elle va très bien fonctionner. Mais Morgane n'a jamais travaillé à Asnières. Hein. Voilà. Non, elle a travaillé à Biarn. Ça n'empêche qu'ils se connaissent bien. Voilà. Oui, c'est ça que je voulais dire, surtout qu'ils se connaissent depuis un certain temps. Tout à fait, tout à fait. Alors nous, on la connaît plus parce qu'elle a été effectivement à Viarme. Voilà. Et je sais que c'est quelqu'un effectivement qui est de qualité et que c'est, à mon sens, un bon recrutement. Je pense aussi. D'autres points où on porte voix? Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Nous aurons le plaisir d'accueillir Morgane au 1er novembre. Merci, Cyril. Merci, Christiane. Et pour compléter un petit peu tout ça, parce que c'est dans la même veine, je voudrais, puisque nous avons fini l'ordre du jour, vous faire part des différents mouvements de personnel que nous avons observés dans le courant de ces derniers mois. Donc, nous avons l'arrivée de Sophie Laine Martins, qui a été évoquée par Christiane à l'instant, en remplacement de Marivon Agbo, qui nous a quittés le 11 septembre dernier en qualité de chargée de mission environnement. Donc c'est un entrant, un sortant. L'arrivée de Marie-Hélène Begelza le 18 septembre 23, donc en qualité de responsable finance et en remplacement d'Amandine Prévost, qui a quitté ses fonctions donc le 30 septembre dernier. Nous remercions d'ailleurs Amandine pour le travail effectué au sein du service comptabilité. Le départ d'Abdou Gansoum, que beaucoup de nos administrés connaissent aussi, puisqu'il a été le conseiller numérique, il est toujours d'ailleurs, jusqu'au 1er décembre 2023. Donc il nous quittera à ce moment-là, pour des raisons personnelles. Tout va bien, mais des raisons personnelles. Et nous venons donc de valider la prise de fonction de Morgane Hubert, qui se fera le 1er novembre prochain en qualité de chargée de communication. Donc, dans le tableau de nos effectifs sur le périmètre que je viens d'évoquer, nous avons un sortant non remplacé, qui est Abdou Gansoum, donc, sur ce tableau d'effectifs, et un poste supplémentaire, celui de Morgane Hubert. Donc nous avons ISO en termes de nombre d'agents. Voilà pour ce sujet. Je dois vous rappeler les dates de nos prochaines réunions avant de vous parler d'autres points. Donc vous les aurez dans vos éléments, je pense. En tout cas, vous les recevrez. Mais si vous voulez bien les noter, nous aurons un prochain bureau communautaire le lundi 27 novembre à 17h30 en visio. Le conseil communautaire, quant à lui, aura lieu le mercredi 6 décembre. Et c'est donc Sylvain Saragoza à Chaumontel qui nous accueillera. Je le remercie par avance. Pourquoi si tard? Pardon? Pourquoi si tard? Parce que 20h30, si en plus il y a le nouveau directeur des défis 20-30 minutes, ça va nous emmener tard dans la nuit, cette affaire. Donc, pourquoi pas 20h? C'est 20h. J'ai dit quoi? C'est marqué 20h30. C'est 20h, je crois. Moi, sur ma note. C'est peut-être parce que le monsieur vient à 20h? Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc on est convoqué à quelle heure au final? Oui, c'est ça. 20h. D'accord. Donc, donc j'allais dire, donc, monsieur Barson-Morin, donc, qui est le nouveau directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise, en remplacement de Sophie Mailleux, qui était venue ici même, au sein du conseil communautaire, nous présenter ses activités. Et rappelez-vous, elle nous avait longuement parlé des budgets annexes qu'elle souhaitait voir se diminuer dans chacune de nos collectivités. Ensuite, le planning des bureaux et conseils pour 2024 a été établi. Vous en avez donc la liste qui vous est projetée. Comme ça, vous pouvez renseigner vos agendas très en amont. Donc lundi 29 janvier, lundi 25 mars, lundi 3 juin, lundi 30 septembre et lundi 2 décembre pour les bureaux. Et quant au conseil, le mercredi 7 février, le mercredi 3 avril, le mercredi 12 avril, le mercredi 9 octobre et le mercredi 11 décembre. Ceci est exhaustif, mais ça veut dire aussi qu'on a la possibilité, que nous inscrivons d'ores et déjà, d'avoir des bureaux exceptionnels
selon l'ordre du jour, mais à partir du moment où nous les prévoyons à l'avance, c'est mieux que de se mettre dans une urgence absolue pour les uns les autres, et peut-être n'auront-ils pas lieu. Mais en tout cas, nous préférons de façon tentative en exprimer les dates. Donc le lundi 11 mars, le lundi 13 mars pour les bureaux, donc le lundi 14 octobre et le lundi 25 novembre pour les bureaux communautaires exceptionnels. Du côté des événements intercommunaux pour 2023, le samedi 7 octobre, c'est-à-dire ce samedi, donc, nous aurons les journées des assistantes maternelles et des parents, et ça se déroulera dans la commune de Viarmes. Je vous invite à mobiliser autour de vous. C'est toujours très intéressant, très important. On en a parlé tout à l'heure avec le CIAS, juste avant cette séance, et Christiane en a parlé aussi tout à l'heure dans son intervention. Donc ça prend de plus en plus, ça fonctionne de mieux en mieux, parce que les réponses qui sont apportées aux questions posées et les ateliers qui sont sur place sont de très grande qualité. Et donc, il y a une fidélisation et un recrutement de nouveaux visiteurs qui se fait sur ce type d'opération. Le lundi 16 octobre et le 20 novembre, nous aurons une permanence Val d'Oise Rénov' à Viarmes. Vous savez que ça rentre dans le cadre des transitions énergétiques, dans le cadre de l'accompagnement du PCAET. Nous avons aussi pratiqué dans les commissions de Jean-Noël Duclos et de Jean-Marie Bontemps, donc en binôme, des survols par drone des communes pour détecter donc des survols thermographiques, qui permettent de détecter les fuites d'énergie, de chaleur dans les habitations, ce qui permet d'avoir une action. Après, donc, il est question de savoir comment elle se met en place, cette action, et ces permanences permettent de répondre à tout ça, donc sur les subventions, sur les façons de le faire, en fait, etc. Donc c'est précieux. Et je crois que les permanences, s'il y en avait encore davantage, elles seraient tout aussi fréquentées, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les fréquentent, évidemment. Les microfolies qui sont actuellement à Viarmes se transporteront à Villennes-sous-Bois, donc à partir du 21 novembre, jusqu'à la fin des vacances scolaires, et ensuite à Montsou, sur janvier et février 2024. Samedi 16 décembre 2023, spectacle et atelier Noël, animé par le service culture de la C3PF à la bibliothèque intercommunale de Luzarches. Là aussi, donc, c'est de qualité, c'est toujours assez bien fait. Et j'ai envoyé à peu près, en tout cas à beaucoup de maires, donc un mail vous proposant donc une sortie scolaire pour vos enfants. C'est le 8 décembre à 14h30. C'est ce que je fais à Villennes-sous-Bois, donc avec mes primaires et aussi mes seniors, dans le cadre du CCAS. C'est donc un spectacle de Philippe Candeloro qui se fera à l'Arena Ice, donc c'est la patinoire de Cergy, avec un spectacle qui s'appelle Le Marchand de Sable, qui est très beau, qui est un très très beau spectacle d'une grande qualité. Et donc ils pourront... et Philippe Candeloro viendra à leur rencontre à la fin du spectacle. Donc si ça vous intéresse, il y a déjà plusieurs communes qui se sont inscrites. Voilà, c'est une sortie de fin d'année pour les élèves de primaire. Ça fonctionne très bien. Voilà. Et d'autres manifestations sont prévues, mais cette fois-ci pour 2024. Je vous en fais rapidement la lecture. Donc en janvier, le 20 janvier, nous aurons Nuit de la lecture. Le 16 mars, le Printemps des poètes, donc sur l'axe culturel qui se développe bien. Le 27 mars, le Forum de l'emploi, donc, qui est cher à Chantal Roman. Samedi 8 et 13, d'ailleurs je crois que ça se fait toujours à Chaumontel, me semble-t-il. En tout cas, jusqu'à présent, ça se fait à Chaumontel. Et ça, là aussi, ça fonctionne de plus en plus. Et ça tombe très bien, puisque Chaumontel est ravi de les accueillir, donc tant mieux. Et il y a une habitude qui s'installe, et c'est très bien comme ça. Semaine du 8 au 13, donc le MUMO. Donc le MUMO, c'est le musée mobile, date à confirmer. Donc ça s'est passé à Montsou et à Viarmes. Et je crois que ça a été un franc succès. Le samedi 25 mai, journée de l'environnement, cette année, ça se déroulera à Bello en France. Le 28 juin, nous aurons Ciné en plein air. Donc 5 éditions ont eu lieu en 2023. Je ne sais pas s'il n'y en a pas une qui doit encore avoir lieu. En tout cas, ça s'est là aussi assez bien passé. Donc je crois qu'à Viarmes, il y a eu 200 personnes. Je ne sais pas ailleurs, mais en tout cas, les échos que j'en ai eus sont plutôt très positifs.
C'est très convivial. Et là aussi, il faut que ça prenne au fil du temps. Donc, le 28 juin, donc ciné plein air, le 12 juillet, ciné plein air, le 30 août également, ainsi que le 12 septembre. Donc, j'imagine que comme les villes ne sont pas indiquées, ça reste à définir. Le 15 septembre, donc la Carnelloise 9e édition au Parc de Touteville, et toujours avec la présence de nos élus très impliqués, mais aussi de nos services. Le samedi 28 septembre, Village des familles avec la ville de Viarmes cette année. 12 octobre, les journées d'assistantes maternelles. Et la boucle sera bouclée avec le spectacle et animation de Noël le 14 décembre 2024. Voilà pour... Et de façon très judicieuse, Olivier Dupont, le maire de Viarmes, me demande de solliciter les maires de façon à ce que vous puissiez positionner vos dates de vœux pour ceux qui en font et éventuellement de définir le format dans lequel vous le ferez. Est-ce que c'est mutualisé, est-ce que c'est ou autre, ou habituel, ou est-ce que c'est... Voilà. Donc, il est vrai que le temps passe vite, nous sommes en octobre déjà, et donc voilà, tout ça se prépare, et de façon à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement de date, c'est dommage. Donc, quand c'est possible de l'éviter, eh bien, faisons-le. Donc, plutôt vous communiquerez vos dates pour ceux qui le font, mieux ce sera dans l'intérêt général. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous souhaitent prendre la parole? Est-ce qu'il y a des portées à connaissance? Je voudrais m'excuser auprès de Silvio, notre vice-président à la communication, puisque quand on a évoqué la commission, je ne t'ai pas passé la parole. Donc si tu veux la prendre, tu la prends. Mais est-ce que tout a été dit? Christiane a fait une parfaite synthèse de la situation. Je n'ai rien à ajouter. Voilà, en tout cas, nous sommes très heureux de voir arriver Morgane Urbain et de voir Julien assister dans sa tâche et dans sa mission, qui est grande. Alors, donc du coup, je crois que Michel Mansou souhaite prendre la parole et ensuite, je la donnerai volontiers à Gilbert Mougan. Merci beaucoup. Je vais être très très bref. C'est juste pour dire un mot du marché de voirie, donc, qui est une réussite puisque 14 communes ont participé à ce marché qui s'élève à 1 million d'euros par an pendant 4 ans. La remise des offres est prévue en fin de semaine, le 6 octobre. Et la commission mutualisation se réunira le jeudi 9 novembre à 18h30 pour le choix de l'attributaire. Voilà, merci. Merci pour ce porter à connaissance, Michel. Gilbert. Oui, moi je veux juste prendre la parole pour remercier les membres de la C3PF pour leur soutien à la mise en place de la garderie et l'aide qu'ils ont votée tout à l'heure. Voilà. Je vous en remercie. C'est noté, merci beaucoup. Et Jean-Marie Bontemps souhaite prendre la parole. Il ne marche plus. Non, juste très rapidement. Tout à l'heure, Patrice a parlé de la thermographie. Nous avons été... On va te donner un micro parce que les gens ne t'entendent pas. Donc ça ne marche pas. Si, c'est parce que j'étais trop loin. Ouais. Excusez-moi. Patrice a parlé de la thermographie tout à l'heure. 14 communes sont portées candidates. Nous avons fait le point avec l'entreprise la semaine dernière. D'autres, et tous les maires vont recevoir prochainement une lettre à ce propos pour savoir s'ils sont candidats à une deuxième vague de thermographie, puisque le gouvernement ayant prolongé les aides sur toute l'année 2024, alors que ça devait s'arrêter au 31 décembre 2023, certaines communes ont déjà postulé pour, bien qu'ils aient déjà profité d'une première vague, ont déjà postulé pour une seconde vague. Donc pour que l'entreprise et nous-mêmes puissions organiser le calendrier sur l'hiver 23-24, effectivement en fonction aussi de la météo, parce qu'il faut une différence de température notable entre l'intérieur et l'extérieur pour que ça fonctionne. Vous allez recevoir une lettre. Ce que je vous demande, c'est de bien vouloir y répondre, positivement ou négativement, mais que nous ne passions pas notre temps, s'il vous plaît, à demander des réponses. Merci d'avance. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole souhaitées? Ah,
Thierry Pichery, maire de Saint-Martin. Juste un petit message pour dire que on a une maison médicale avec un médecin qui est parti. Si jamais vous avez des... Ce que vous demande quand même, c'est de ne pas essayer d'attirer les nôtres dans vos communes respectives. Voilà. Mais si de l'extérieur vous avez des adresses, je suis preneur. D'ailleurs, ça me permet de vous dire un point que j'allais oublier, mais lundi, il y a une présentation des cabines de télémédecine au département, justement avec le SMOVOM. Et donc, vous êtes tous conviés à aller voir ces présentations qui sont très intéressantes. C'est entre 10h et 16h et il y a un buffet garanti pour le midi. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole ? Bien, écoutez, je crois qu'on a été plutôt efficace dans la gestion de nos sujets, puisqu'il est 21h58. Et donc, la séance est terminée. Merci à vous, bonne soirée et à très bientôt.